Hi everybody, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur Sandra Donfag. Aujourd'hui, je vous amène à un date avec ma mère, un dîner romantique avec ma mère. Les dîners romantiques avec ma mère se passent au champ. Quand je suis arrivée au pays, j'ai proposé l'amener à un restaurant et tout. La première chose qu'elle m'a dit, c'est trop cher là-bas, c'est trop cher. Ah, ça, c'est gâter l'argent. Et donc, ça, c'était une parfaite journée. Nous sommes allés au champ toutes les deux et le but, c'était s'aimer les arachides, donc cultiver, s'aimer les arachides. Ce que je suis en train de faire ici, c'est mettre le macabo. Donc, elle voulait en fait qu'il y ait du macabo. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre là. Dans cette vidéo, je vais un peu faire un dream building, ce qu'on appelle création des rêves. Je vais un peu partager quelques de mes rêves avec vous durant cette vidéo. Donc, ce sera un moment qu'on va passer ensemble, je pense 1h13 de vidéo. Donc, prenez des pop-corn et dites-moi en commentaire aussi vos rêves et ce que vous pensez par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, depuis toute petite, je crois que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle m'amenait déjà au champ. Ça, je suis sûre à 100%. Ma mère est née dans l'agriculture et voilà. Donc, aussi longtemps que je me souvienne, on est toujours allé au champ. Donc, je suis sûre que même quand j'avais 6 mois, on m'amenait déjà au champ et on me faisait asseoir quelque part dans le coin. Ok. Et donc, aussi longtemps que je me souvienne, on allait toujours au champ les week-ends, samedi et dimanche. Et il y a quelque chose que ma mère me souvent dit quand, par exemple, quelqu'un dit, Eh, maman, on ne part pas au champ dimanche. Ma mère dit, tu ne manges pas dimanche. Ma mère, vraiment. Et ça, c'est si logique. C'est aujourd'hui que je comprends cette notion de week-end. Ça a été instauré chez certains gens, mais les gens qui contrôlent ce monde n'ont pas de week-end. Ils vivent en fait la vie. Il n'y a pas un jour où tu as les jours pour faire telle chose et après tu dis le week-end, c'est là où je ne fais rien. Bref, juste cette blague, ça me fait toujours rire. Et donc, on allait très souvent tous les week-ends au champ. Donc, ce qui était sûr, c'est que le samedi, on va aller au champ. Et donc, la tradition, c'était de cuisiner le coquille le vendredi. Parce que c'est très souvent la nourriture qu'on amène au champ. Parce que c'est une nourriture qui rassasie très vite. Et ma mère ne veut absolument pas que quand on arrive au champ, tu commences à lui dire que, oh, maman, j'ai faim, j'ai faim. Ma mère mettait toutes les âmes de son côté, donc tout de son côté afin que personne ne puisse se plaindre au champ. Et donc, ça, c'est quelque chose que je sais à 100% à forger qui je suis. Et une certaine force que j'ai en moi. Parfois, les gens me demandent que la force que j'ai. Là, je parle de la force physique, du genre, si je suis en train de faire, c'est pas le bras de fer avec quelqu'un ou vouloir prendre quelque chose, les gens vont dire, mais tu as la force, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est en fait les travaux champêtres qui m'ont donné cette force-là. Vous savez, quand on regarde à l'écran comme ça, on peut se dire, ah, c'est si facile, la terre est si douce, vous savez. Parfois, on peut voir comme ça, on se dit que c'est parce que la terre est douce que tu arrives à passer là-haut aussi facilement. Ça n'a rien à voir, vous savez. Là, on est en saison sèche et là, le sol est vraiment dur. Et c'est en fait un sol où il n'y a pas assez de terre, comme vous pouvez voir. Et il y a les cailloux. Donc, c'est pas aisé de passer là-haut comme ça. Et je me souviens une fois, je sais pas avec qui j'étais, je crois avec une cousine. Et quand on allait au champ, on cultivait. euh, Elle s'est dit, mais ta houe là est très très tranchante. On change de houe. Et quand on a changé de houe, c'était pareil en fait. Et c'est là que je lui ai expliqué que ça n'a rien à voir avec la houe. Bien sûr, il faut une bonne houe, mais c'est aussi
la force en fait que tu mets à chaque fois que tu creuses la terre qui te permet de pouvoir remuer la terre et pouvoir avoir un très joli sion. Donc, aussi longtemps que je me souvienne, on est toujours allé au champ. Et j'avoue que c'était parfois chiant. Et ça, c'est la façon dont ma mère s'est prise. Vous savez, au lieu de forcer un enfant à faire quelque chose, expliquez-lui les bases du comment et du pourquoi on est en train de faire quelque chose. Et c'est très facile comme ça pour un enfant d'intégrer quelque chose et de vouloir le faire parce que au fond, en tant qu'être humain, on veut accomplir des choses. Au fond, un être humain, quand tu t'assois et tu ne fais rien de la journée, tu te sens très très mal à la fin de la journée. Contrairement à quand tu as une journée où tu as accompli des choses. Et donc, parce que ma mère ne s'était pas bien prise avec ça, il y avait des jours où nous, on était en mode on boude tout simplement. Et ma mère devait donc utiliser le fait de gronder, de menacer et ensuite on te donne le label de paresseuse. Et je me souviens que plus on grandissait, quand on arrivait à un moment où on était un peu plus autonome et que ma mère n'interférait pas sur comment nous on planifiait nos travaux champêtres, j'ai commencé à adorer le fait d'aller au champ. Surtout quand on était avec nos cousins. C'est vrai que très souvent, je suis la dernière née parce que chez nous, nous sommes 4 et je suis la dernière née. Et quand mes cousins aussi sont venus à la maison, c'était toujours mes aînés. Et c'était donc à ce moment-là où ma mère pouvait nous laisser faire ça nous-mêmes, c'est-à-dire planifier nous-mêmes. On connaissait tous les champs qu'on avait. On savait qu'on va commencer ici, dans telle place on va s'aimer telle chose. Quand on a commencé à prendre cette indépendance et surtout parce qu'elle ne venait plus avec nous, c'est-à-dire elle n'était plus sur nos pieds là, on planifiait les choses nous-mêmes et j'ai commencé à adorer le fait d'aller au champ. Et le fait que quand tu arrives au champ, il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui va vous dire « Oh, fais ça, fais ça, fais ça, baisse-toi, tu fais quoi debout, tu parles trop, bla bla bla. » Et ce qui est drôle, c'est que quand on arrivait à ce moment-là, il y avait des moments alors où ma mère voulait venir au champ. Et les jours qu'elle venait au champ, c'est le jour où nous tous on travaillait le moins. Pourquoi? Parce qu'elle va être là pour nous dire quoi faire, quand faire et vouloir donner les règles. Et ça fait que tout le monde est là, tout le monde est seulement en mode celle-ci, laisse-nous tranquilles. Et donc la stratégie qu'on avait trouvée quand elle arrive au champ, c'est de lui donner un travail d'un coin là. Et après, nous, on va faire l'autre coin. Et du genre, on va dire, ok, maman, le coin, sinon, on ne connaît pas faire ça. Hein? On va lui mettre là-bas, là où il y a peut-être les sissongos. Comme ça, il va passer toute sa journée là-bas. Et nous, on sera de notre côté en train de faire notre chose. Et là, on va avoir nos discussions, nos fourris. Et en même temps, on est en train de travailler. Mais quand la matin au champ, tu ne dois pas parler. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Dès que tu ouvres ta bouche, elle dit, va travailler là-bas. Et souvent, on lui demande que, mais pourquoi tu réagis comme ça? Quand tu n'es pas là, il y a des saisons où tu ne mets même pas ton pied au champ. Mais la récolte est bonne. Alors, pour qui est-ce que tu nous prends? Donc, je vous raconte ça pour parler de ce que je vois pour moi et mes futurs enfants. C'est que, en dehors d'apprendre des mathématiques, la physique, tout ce que mes enfants vont apprendre pour pouvoir être des leaders demain, je veux absolument leur inculquer le fait de travailler la terre. C'est très fascinant de pouvoir voir la vie naître et la vie te nourrir dans le sens où travailler de la terre comme ça, c'est non seulement un travail physique, ça te demande un contrôle de ton corps parce qu'il te faut être en équilibre, en même temps suivre toutes les parties de ton corps. Par exemple, là, je suis pieds nus et donc je dois suivre mes pieds, mes orteils pour ne pas se faire mal, etc. Donc, c'est un travail qui te donne un peu la maîtrise de toi. Bien sûr, ça c'est fait
On va appeler ça comment? C'est absolument pas fait de manière industrielle, hein. Donc, faire ça de manière industrielle, c'est un peu différent. Quoi qu'on dise, même quand on fait un truc de manière industrielle, à un moment donné, faut faire quelque chose de physique. Voilà, donc c'est si beau de voir comment tu travailles de la terre et dépendant des saisons, quand c'est la saison des pluies, la terre est c'est mouillé, ça colle. Et dépendant aussi des endroits, on a un autre champ là où la terre c'est comme de la farine. Et c'est si, cette texture, c'est impressionnant en fait de voir comment en fonction des endroits, la terre peut être différente. Par exemple, ici, il y a les cailloux parce qu'il y a une carré à côté. Vous pouvez voir le lac qui est là derrière. Et donc, voir ces différentes textures. Par exemple, une chose que moi, je n'ai pas euh, eu la chance de connaître ou bien de faire, c'est d'étudier ces différentes textures de sol-là. Et je sais que là, je suis déjà en train d'apprendre, mais je sais que quand mes enfants seront là, c'est une autre chose que je souhaite faire avec eux vraiment en profondeur, que chaque sol soit étudié, hein. On peut le faire nous-mêmes. Il y a de la documentation là-dedans qui te permet d'apprendre tellement de choses aujourd'hui. Et quand tu sais en fait ces différents types de sols, ça te fait être plus connecté à la vie et à la nature et de savoir surtout pourquoi ne pas s'aimer telle chose ici ou là. Ce que par exemple ma mère et encore ses parents ont fait, c'est tout simplement de cultiver un champ, de s'aimer certaines choses et de se dire, oh, cette année, ça n'a pas donné. Euh, je refais encore l'année suivante, ça ne donne pas et donc je sais désormais que c'est pas bien de s'aimer par exemple le maïs ici. Donc ce qu'ils eux ils ont fait, c'est ce qu'on appelle apprendre avec les conséquences, c'est-à-dire tu mets en place quelque chose et après tu regardes le résultat et en fonction donc du résultat euh, tu donnes des conclusions alors que il est aujourd'hui possible de déjà faire des examens à l'avance. Pardon, je vais laisser ça dans le montage. Faire des examens à l'avance et après pouvoir savoir que, ok, parce que j'ai tel genre de sol ici, avec tel genre euh, de rocher, ce que je voulais dire. Je sais que, ok, je devrais plutôt s'aimer ici telle chose et pas telle chose parce que telle chose a besoin plus de ça et pas de ça, etc. Donc, ce sera très cool de pouvoir apprendre ça en profondeur. Et lorsqu'on quitte de labourer la terre, comme j'ai dit, c'est trop plaisir. C'est une autre sensation. Je vous avoue que j'avais tellement hâte de cultiver quand je suis rentrée. Je disais à ma mère que quand est-ce qu'on va aller cultiver? Et la première fois, elle m'a dit que non, on doit seulement aller ça. Que j'ai dit, moi, je veux ce qu'on va cultiver, passer là haut dans le sol. En dehors donc de ça, il y a le fait donc de s'aimer et le fait de voir la vie. Donc, c'est-à-dire, un jour, ce sol était tout simplement des herbes et tu as labouré cette terre-là. Ensuite, tu as mis une toute petite graine dans le sol. Par exemple, là, on va s'aimer les arachides. Et le fait de mettre une graine d'arachide dans le sol, et après, ça te donne des milliers d'arachides. C'est-à-dire, une graine est capable de te donner même peut-être 1000 graines hein, ou 200 minimum quand même, dépendant du genre d'arachide que tu as sémé. C'est tout simplement incroyable. Et ça te permet de comprendre certaines lois de la vie, qui est par exemple, une certaine loi, c'est la patience. Être patient parce que, oui, il y a, je dis toujours de faire la différence entre la patience et de n'avoir pas bien fait quelque chose. Par exemple, imagine qu'une personne part au champ, cultive comme ça et ne sème pas. Tu vas être patient toute ta vie, tu n'auras jamais des graines après. Tu n'auras jamais une production. Tu n'auras jamais quelque chose qui va pousser du sol et grandir en dehors des herbes, par exemple. Et donc, ici, ça te permet d'apprendre le fait déjà de bien établir la base parce que
c'est quand tu établis bien la base que tu auras le résultat. Si tu n'établis pas bien la base, si tu finis même de travailler la terre comme ça que tu veux, et après tu sèmes par exemple des graines qui sont pourries, quelques-unes vont pousser, mais tout ce travail tu l'auras fait. On m'a dit entre parenthèses pour rien parce que le rendement n'est pas bon. Ensuite, il y a le fait que même si tu as tout bien fait, après tu dois être patient. C'est-à-dire tu as examiné le sol et tu sais que ok, sur ce sol-ci, voilà le genre de plantes que je devrais s'aimer. Ensuite, tu laboures le sol comme il faut, de la façon qu'il faut, et c'est bien aligné avec la graine que tu veux s'aimer. Mais après ça, tu ne peux pas un jour après dire, oh, ça ne pousse pas. Non, la vie, c'est pas ça. La vie a besoin du temps pour se peaufiner. Et ce n'est pas que rien ne se passe. Attention, ce n'est pas que rien n'est en train de se passer. Cette graine, chaque jour qui passe, est en train de développer quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas que quelque chose n'est pas en train de se passer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est à un niveau où on est si impulsif. Et je sais que le fait d'avoir fait ça dans ma vie m'a permis de ne pas être à un certain niveau. Je suis comme ça aussi. Hein. Je suis quelque part aussi cette personne qui n'a pas cette patience-là que j'aimerais avoir. Donc j'ai de la patience, mais je n'ai pas la patience que je trouve que je devrais avoir pour pouvoir accomplir les choses que je veux. Vous savez, ce que je veux faire dans ma vie, c'est avec mon partenaire. Oui, je souhaite aussi avoir un partenaire dans ma vie, que lui et moi on puisse bâtir un empire. Et bâtir un empire, c'est pas une histoire d'un jour, c'est pas une histoire. Si on prend ça au sens littéral, où tu dis que tu veux bâtir un empire qui est dans le sens d'une maison qui est comme un empire, une maison qui a qui a une certaine ampleur. Dernièrement, j'ai visité un château, le château de Versailles, et quand j'ai regardé ça, c'est-à-dire quand tu pars regarder en ligne de combien d'années ça a pris, ce sont des centaines d'années. Peut-être pour le premier roi, ça lui a pris dans les 6 ans, 7 ans, 10 ans. Mais après, l'autre est venu, il a encore peaufiné, il a ajouté ceci. Et le résultat que les gens voient aujourd'hui, c'est le résultat des centaines, des milliers d'années. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore en train d'être peaufiné. Et donc, les choses qui durent dans le temps et prennent du temps. Et pour ça, il faut avoir de la patience. Par exemple, quand vous regardez un gratte-ciel, on te dit que ce gratte-ciel a été planifié pendant 20 ans. Seulement la planification a pris 20 ans. Maintenant, on est dans l'exécution. Et les gens vont parfois voir en ligne et dire, oh, il y a tel immeuble depuis 5 ans, on fait ça, c'est pas encore fini, mais tu n'as pas la vision. Oui, je n'en dis combien pas qu'il y a certains immeubles, après on abandonne. Mais parfois, certains gens voient certaines choses et ils se disent que oh, c'est abandonné, mais tu ne sais pas en fait la vision en fait que la personne a. Et raison pour laquelle aujourd'hui, on voit ces trucs de oh, maison en 1 mois, maison en 2 semaines. Je veux dire, quel est le genre de maison que tu vas construire en 2 semaines? Sérieusement, la maison que tu fais en 2 semaines là, ça va durer combien de décennies? Déjà, penses-tu que tes petits-enfants dans la 5e génération verront ça? De nos jours, il y a ce qu'on appelle legacy et c'est en fait, ça ne fait plus partie des mœurs. Bon, pas de tout le monde de toutes les façons, mais je veux dire de manière, en tout cas ce que j'observe, il n'y a plus cette idée de oh, je veux faire quelque chose pour que même mes petits-enfants dans la 10e génération puissent profiter de ça et savoir que, ok, voilà un peu comment on fait les choses. Et donc,
Ayant ça en tête, je sais que je dois être patiente, je dois cultiver cette mentalité de savoir qu'il y a un moment pour bien faire quelque chose. Et après, il y a ce moment-là où tu attends, où tu es patiente. Et donc, la tête te permet de voir ça. Et aussi, être au champ comme ça te permet d'être présente, de ne pas être dans ta tête. Parce que quand je regarde aujourd'hui, lorsque on regarde la journée d'une personne, très souvent, on veut fuir le moment présent. On fait tout pour être dans sa tête et on utilise les réseaux sociaux, les films, les séries pour fuir en fait le moment présent. Tandis que lorsque tu es au champ comme ça, tu es dans le moment présent. Dans le monde virtuel, tu peux sauter les choses. Par exemple, si j'avais ce champ dans le monde virtuel, ça devait vite aller. Dans le monde virtuel, ça va si vite. Tu peux seulement cliquer 2-3 boutons comme ça et c'est déjà fait. 2-3 boutons et c'est déjà semé. 2-3 boutons, ça y a poussé, c'est déjà grand et tu pars récolter. Et voilà ce que nous sommes impulsés avec, et surtout encore les enfants, tu vois. Il y a des enfants il y a 5 ans, ils passent leur journée sur TikTok. Et après, les parents se plaignent de « Oh, mon enfant n'a pas la patience. » Que dès que mon enfant fait une petite chose, mon enfant pleure parce qu'il veut avoir ça maintenant. Mais c'est parce que cet enfant est habitué et est entouré des choses où, dans sa tête, cet enfant se dit « Je clique un bouton et c'est fait. » Ce qui fait qu'un enfant seulement porter ses chaussures, faire le lacet, dès que ça prend plus d'une seconde, l'enfant se plaint, l'enfant commence à faire une crise de colère, l'enfant commence à taper partout parce que l'enfant est en mode mais pourquoi ça ne fonctionne pas là maintenant? Donc quand on regarde cette tranche d'âge de si petit à 20 ans et que les gens sont en mode je veux ça maintenant. C'est-à-dire, je veux le résultat maintenant, à la seconde qui suit. Et justement aussi, notre génération est impulsée avec construire une maison en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu as déjà fini. Il y a une maison portable. Déjà, tu achètes même seulement en ligne, on vient te déposer la maison comme ça. C'est en fait ça que, au fur et à mesure du temps, ce genre de personne va vouloir. Le genre de choses qui est là maintenant. Et je me reconnais aussi certaines choses. Et tout ce que je fais au quotidien, c'est vouloir sortir de cette mentalité de je veux quelque chose là maintenant. Et donc, pouvoir être sûr de transmettre cette valeur aussi à mes enfants, c'est tellement important pour moi parce que d'une part aussi, je veux qu'ils puissent jouer dans la boue, hein? Je veux qu'ils puissent voir le maïs et arracher le maïs sans que le maïs n'est encore à terre, ouais, parce qu'on a fait ça. Surtout les arachides. Moi, je me souviens que quand on partait au champ et que les arachides avaient applaudi, j'avais si hâte que j'arrachais. Et quand ma mère attrapait, dit que non, c'est pas encore la saison, on n'arrache pas encore. Et c'était si cool de voir comment, quand les arachides poussent là, elles ont des fleurs. Et moi, au début, je croyais que les arachides vont en fait sortir sur ces fleurs-là. Mais en fait, c'est pas le cas. Les arachides en fait sortent à la racine. Et quand je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, je parlais de des générations après moi, ne savent même pas à quoi ressemblent les arachides, c'est-à-dire comment ça pousse et du fait qu'il vient en fait de la terre et non pas de l'extérieur, à quoi le maïs ressemble en fait. Beaucoup ne savent pas à quoi un bananier ressemble, à quoi, bref, tout ce qu'on cultive et les choses qu'on mange. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir créer un environnement de vie où
ils pourront travailler la terre et voir en fait la vie grandir. Hein? Ça te connecte en fait avec la vraie réalité, parce que ça en fait c'est la réalité. Au, non, au lieu de, de faire seulement ça en ligne, oui c'est cool de voir en ligne comment euh, le maïs pousse, mais si tu le fais toi-même, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dessus qui est en fait tout simplement euh, très très cool. Et aussi, une autre chose, c'est de pouvoir créer soi-même ses propres vives, dans le sens où je me suis rendu compte une fois que je ne mange pas ce que je veux. Je mange ce que je trouve au supermarché. C'est-à-dire, au supermarché, si je trouve pas de la banane, bah, je ne peux pas manger de la banane. C'est-à-dire, imaginez un seul instant, vous allez dans tous les supermarchés et vous ne trouvez aucune banane. Bah, vous n'allez pas manger de la banane. Donc, ce qu'on mange est défini par ce que les autres décident, par tout ce que toutes ces compagnies de supermarchés là décident. C'est ce qu'ils décident de mettre sur leur liste d'aliments que nous on mange. Donc, en fin de compte, on ne mange pas ce qu'on veut. Et donc, pouvoir soi-même faire grandir ses vives en dehors de cet avantage qui est de travailler son corps, bouger son corps, connecter avec la réalité. Il y a aussi cette capacité-là de pouvoir faire grandir ce que tu veux. Hein. Au fond, tu te dis, ok, il y a telle plante, il y a telle nourriture, il y a telle recette que j'ai vue et pour ça j'ai besoin de telle chose. Bah, pourquoi pas faire pousser ça ici? Et bien sûr, toute chose dépend aussi du climat. Hein. Donc, ce qui est sûr, le climat où tu es joue bien sûr un grand rôle sur ce que tu vas décider de cultiver. Mais au moins, là, c'est le climat qui euh, te restreint et le climat, en fait, c'est la réalité. Au moins, c'est ça. Ce n'est pas une autre personne qui est à la tête et qui décide ce que tu vas manger à la fin de la journée. Et lorsqu'on quitte de là, cette personne décide aussi le genre et la qualité du genre de nourriture que tu vas manger. Un des objectifs que j'ai, et on peut dire que je suis à 40%, c'est de manger bio. Mais au fond, le bio, là, ça veut même dire quoi? Vous savez? Et je sais, il y a les gens qui discutent en me disant que oh, je mange même bio comme ça, mais ce que j'achète bio là, c'est pas en fait bio. Ce qui est trop amusant, ça, c'est que les gens ne disent jamais que oh, si tu achètes un téléphone à 100 euros, c'est la même chose que le téléphone de 1700 € là. Bah, au fond, on peut dire que c'est la même chose, n'est-ce pas? Je veux dire, tu peux faire des appels avec hein, le téléphone. Là, on appelle ça purpose. L'objectif, en fait, d'un téléphone, c'est d'appeler et de recevoir. Au fond, c'est ça. C'est ce que devrait être un téléphone. Et donc, si tu prends un téléphone de 100 €, tu feras aussi des appels comme avec un téléphone de 1700 €. Et donc, pourquoi ces personnes qui sont toujours en train de dire, oh, tu sais, bio, c'est pas si bio que ça, ce sont les gens que quand tu vas dire, ok, iPhone, c'est pas si iPhone que ça, ils vont te dire, oh non, si, il y a la différence. Et donc, la seule chose que je sais en ce qui concerne le bio, c'est que j'ai vu beaucoup de changements en moi. Hein. Lorsque j'ai commencé à manger bio, par exemple, le fait de ne plus avoir des crampes, lorsque j'ai mes règles, hein, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et une autre chose, c'est le goût. Pour ça, c'est un truc que je dis, vous savez quoi, quand les gens parlent, vous savez quoi, si déjà dans le goût, c'est différent, je suis prête à mettre l'argent seulement pour le goût. Et je remarque d'autres choses, donc ce qui fait que voilà, c'est un de mes objectifs, manger 100% bio. Et malheureusement, on est dans un monde où pour pouvoir manger 100% bio, il te faut plus d'argent. Voilà, pour pouvoir, en tant qu'être humain, manger ce qui sera beaucoup mieux pour ta santé,
il te faut beaucoup d'argent. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas manger ce qui est bien, quoi. Tu manges ce qui est pas bien, ok? Et donc, cette discussion autour du bio, ça fait que lorsqu'on cultive ces aliments soi-même, on peut décider. On peut décider et se dire, ok, tu sais quoi, je décide de choisir ce que je vais mettre dans mes aliments, ce qui va permettre de les faire pousser. Donc, si tu décides de cultiver toi-même, que tu vas mettre tous les trucs là qui va faire en sorte que en 3 jours tu aies ton maïs, bah, c'est ta décision. Si tu décides de dire, ok, je vais plutôt épauler le sol à pouvoir être au meilleur de son maximum, de manière naturelle que possible. Et cette question de naturel doit être vraiment dirigée, parce que parfois les gens pensent que parce qu'un truc vient de la terre et que ça n'a pas été transformé par l'homme, bah, ça veut dire que c'est bien. Alors il veut dire quand le volcan est en train de faire éruption là, est-ce que tu peux te placer là et tu dis oh c'est 100% naturel? Non, à ce moment c'est naturel, non, mais tu ne peux pas te placer à côté et dire ok, à ce moment c'est dangereux. Donc bah, ça c'est une autre discussion, mais voilà, ça aussi c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais, ça c'est mon dream board, comme je dis, c'est concernant cet aspect-ci. J'aimerais avoir une belle petite maison. J'aime pas trop les grandes maisons. J'aime les farmhouse. J'ai le lien de la maison de mes rêves. Oh, elle est magnifique. C'est en fait une vidéo en ligne, hein. Je sais pas ça, si je vais partager le lien de la maison de mes rêves avec vous. Mais c'est une belle maison et j'aime beaucoup les farmhouse. Je sais pas comment on dit ça en français. Modern farmhouse. Et disons peut-être 3 chambres. Et voilà. Ou 4. I don't know. On verra, mais j'aime pas trop les grosses maisons là. Qui va nettoyer tout ça? Sachant que je serais femme au foyer là, qui va nettoyer tout ça. Donc, oh, bon, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je parle de ça. C'est vrai que le ménage là compte, mais au fond, j'aime pas trop les grosses maisons là. Déjà, tu es dans une maison et il y a une pièce que tu as fait une semaine sans utiliser la pièce. Je veux dire, pour moi en tout cas, ça ne fait pas un sens. Donc, j'aimerais une maison qu'elle soit grande comme elle veut, mais elle soit grande parce que c'est utile et non grande parce que c'est grand. Voilà. Donc, j'aimerais un modern farmhouse avec comme on dit, backyard. J'aimerais en fait que on puisse avoir à côté de ça même 10 hectares. Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Je ne sais pas. Autant qu'on peut. Bon, vu que c'est mon dream board, bah, je peux dire tout ce que je veux. Disons, si on me demande en même temps, ce que je dirais, c'est 30 hectares. Voilà, c'est tout ce qui me vient à la tête. Ce qui est bizarre, c'est que c'est dernièrement que j'apprenais les notions d'hectares, de ce que ça représente en fait. Donc, disons 30 hectares, mais ce qui est sûr, en réalité, dans ma tête, je ne sais pas à quoi 30 hectares ressemble. Mais disons comme ça, où on pourra vraiment explorer la terre et pouvoir being self-sustainable. Je sais pas comment dire ça en français, mais normalement je dois trouver ça, mais je vais expliquer ça en le mot. Donc pouvoir produire ses propres aliments, donc ça permet donc d'avoir ce contrôle là sur ce que ma famille va manger, parce que pour moi c'est très important ce que mon mari va manger, ce que mes enfants vont manger et ce que moi aussi je vais manger, parce que c'est la base fondamentale, je trouve, pour pouvoir avoir une bonne vie. C'est que ce que tu manges puisse être au maximum le mieux possible. Là ça garantit déjà donc le reste. Voilà, et donc pour moi ce sera mon rôle de pouvoir me rassurer
que ce qui entre dans nos bouches puisse être le plus simple possible. Et donc, une possibilité, c'est de pouvoir, produire ses propres choses. Et ce qui est sûr, avoir cette idée ne veut pas dire que on se recouvre sur soi-même, ce que les gens pensent parfois, non. Comme c'est mon dream building là, moi ce que j'imagine, ce sont des communautés. Imaginez des communautés où on a tous cette idée là de pouvoir créer des aliments qui sont le plus sains possible. Donc l'idée ne sera pas comment est-ce qu'on fait pousser les aliments le plus vite possible pour vendre le plus vite possible, pour avoir le gain le plus vite possible, mais l'idée de départ sera comment est-ce qu'on peut produire des aliments les plus sains possibles qui pourront épauler et aider notre communauté à être au maximum, à avoir plein d'énergie, être en très très bonne santé. C'est ce genre de communauté que je veux. Et pouvoir vivre dans une communauté comme ça fait en sorte que si tu décides de cultiver du macabo ou bien des arachides, bref, tu peux décider, ok, moi je fais 5 variétés. Le voisin d'à gauche fait 5 autres différentes variétés. Le voisin d'à droite fait 5 autres différentes variétés. Et ainsi de suite. Pouvoir avoir une communauté comme ça où on s'assoit tous ensemble et qu'on décide, ok, chacun décide de, ok, qu'est-ce que toi tu vas faire et qu'on départage en fait ça. Et que au final, ça fait en sorte que on aura tout. Mais c'est pas comme si c'est une seule personne qui doit faire tout, parce que vouloir tout faire seul, c'est briser en fait cette loi de la nature qui est que ensemble on peut faire plus, voilà. Et donc pouvoir avoir une communauté comme ça fait en sorte que tu te concentres sur une certaine variété, et que voilà, à la récolte, il y a tout simplement cet échange là. Tu sais que, ok, chez le voisin, je peux prendre le maïs, le voisin peut prendre les arachides chez moi. Voilà, et c'est en fait ce que je souhaite dans ce sens-là. Donc, parce que pour moi, c'est très, très important de pouvoir vivre quelque part avec des personnes avec qui vous avez les mêmes points de vue, les mêmes centres d'intérêt. Imaginez un peu de pouvoir vivre. Imagine, tu vis dans un immeuble où le propriétaire en fait de l'immeuble ne recrute que des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ça ne sera pas cool. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool. Et donc, c'est un peu ça. Je trouve que c'est mieux de pouvoir vivre dans des communautés où vous avez des mêmes centres d'intérêt. Et voilà quoi. Donc, en dehors de tout ça, après, il y a aussi ce qu'on appelle la transformation. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. J'espère que ça, c'est français. Et pouvoir faire cette chaîne-là, en fait, ça permet non seulement à moi, aux enfants, de pouvoir comprendre, en fait, que tu sais, voilà un aliment, en fait, que tu es en train de manger. Et tu sais, en fait, le parcours qu'il a fallu pour que ce soit, en fait, dans ton estomac. Je trouve que c'est très, très, très cool. Et bien sûr, dans tout ça, voilà, à ce moment, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir donc avoir une personne qui a donc aussi cette idée-là, parce que c'est pas aisé de faire un truc pareil lorsque vous n'êtes pas dans la même direction. Parce que je peux pas aussi faire ça seule, ok? Donc, je remercie ma mère, même si elle s'est pas très très bien prise pour transmettre certaines choses, d'avoir appris ça, le fait de travailler la terre, c'est cool. C'est, voilà, ça me donne de très très bons souvenirs. Et, par exemple, on a aussi un champ de café, et même comme je ne bois pas le café, quand je vois les gens boire le café, je sais en fait le processus
Ce qui est sûr, je ne connais pas physiquement et moi-même le processus de transformation. Je l'ai déjà vu dans des documentaires, mais le processus de production du café, bah, je sais à quoi ça ressemble. Et c'est trop cool en fait. Le cacao, pareil. Je me souviens, il y a une année là, on a dû récolter le cacao. Oh my god! C'est-à-dire les fourmis m'ont piqué jusqu'à... J'étais insensible à une piqûre de fourmi. J'étais insensible, même avec gonflé. Je crois que le jour-là, j'ai pris plein d'antibiotiques. Je ne sais pas si ce que je viens de dire a fait instance, mais juste pour dire que là, je sais pas si quand il te pique là, il te met un venin, je sais pas quoi, mais cette période-là, je crois que c'était une semaine pour la récolte. Ah, il y a une voiture qui passe là, j'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, je crois que j'ai tout dit. Ce que je voulais partager un peu avec vous. Euh, Dites-moi en commentaire quel est votre avis par rapport à ça, à ce qui concerne la culture. L'élevage aussi, voilà, oui, oui, je n'ai pas parlé de ça, oui, j'aimerais aussi l'élevage, déjà, avoir tes propres poules pour pouvoir avoir tes propres œufs. Je sais qu'à la maison, on avait toujours des poules, surtout en décembre, mais la fois où on a eu des pondeuses à la maison, j'étais plus chez nous, je vivais à Yaoundé à ce moment, mais à un moment donné, ma mère avait aussi des pondeuses à la maison. Et je me rappelle que cette fois-là, ma soeur m'appelait presque tous les jours pour me charmer comment il y a les œufs à gogo et tu fais frire les œufs quand tu veux, comme tu veux. Oh my God. Mais je sais qu'on a toujours eu des animaux à la maison, que ce soit les porcs, on a toujours les porcs à la maison. Et oui, je suis Tchang, mais je ne mange pas le porc. Dans le sens où, vous savez, les Tchang élèvent le porc, mais ils n'en mangent pas. Ils élèvent ça pour vendre. La plupart des gens qui élèvent le porc n'en mangent pas. C'est vrai qu'il y a aussi une autre raison euh, hygiénique là-dessus. C'est pas une raison hygiénique du genre si tu sais pas bien d'en manger parce que ça peut contaminer, un truc comme ça. Mais en fait, nous, on ne mangeait pas parce que... Je sais pas pourquoi. Mais tu peux pas élever un porc et tu tues un porc pour manger ça. Vous allez finir ça un jour. Et le but de ma mère, c'était pas de tuer un porc et de découper ça elle-même, vendre kilo par kilo. Le but, c'était d'élever. Soit utiliser le mâle pour pouvoir croiser. Parce que oui, ça se paye, hein. Ça se paye. Tu payes, en fait, pour qu'on puisse croiser ton porc. Ensuite, vendre un porc en entier, voilà. Et donc, c'était dans ce sens-là. On avait aussi des poules. On a toujours eu des poules à la maison. Toujours eu des poules. Mais c'était pas des pondeuses. Ensuite, mais moi, alors, ce que je ferais, c'est d'avoir des pondeuses au lieu d'avoir tout simplement les poules simples là qui... Je crois qu'elles donnent des petits tous les mois, dépendant de si tu as un coq à la maison. Je connais pas très bien le rythme, mais elle... Voilà, elle va faire des tout petits là. Et après, on va parfois vendre les petits là. Mais moi, de côté là, ça ne m'intéresse pas trop. Avoir beaucoup plus des pondeux, c'est cool. Ensuite, on avait aussi quoi? À un moment, on avait les lapins. Mon père avait les lapins un temps. Après, on avait les... Oui, chaque décembre, on a toujours eu les poules de chair. Bon, pas tous les décembre, mais très souvent, ma mère faisait ça pour justement vendre ça en période de fête. Et donc, on avait toujours ça à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore élevé dans ces maisons? Bon, dernièrement, ma mère s'est mise dans les canards. Vous allez voir ça à la fin de cette vidéo. Alors, au début, vous avez vu comment j'ai mis le macabo. Ensuite, on a mis les arachides. Après, ma mère a dit qu'elle veut le haricot. Voilà le haricot, en fait, que je suis en train de s'aimer, n'est-ce pas? Devinez ce que madame dit après qu'elle veut. Elle dit qu'elle veut mettre le manioc. Je lui ai dit que, madame, non, ça suffit. Tu vas étouffer, en fait, le sol. Et voilà des erreurs que
euh, nos parents ont fait. Le fait de dire on veut beaucoup, à force de vouloir trop gagner, on perd parfois, hein. Parce que lorsqu'on étouffe en fait le champ comme ça, bah c'est vrai que j'étais en train de semer les, le haricot en zigzag, mais jusque-là, hein, si après encore vouloir mettre le manioc dessus, bah ça étouffe tout ça. Et heureusement que elle a compris mon explication et donc on a laissé comme ça. Donc c'est trop trop cool quand je me rappelle un peu qu'est-ce que on avait donc. Je ne sais pas très très bien le pourcentage, mais je peux dire que on avait 70% des choses qu'on consommait à la maison venaient en fait du champ. Et ça, c'est tellement cool de pouvoir consommer dans 100% de ce que tu consommes, bah, 70% vient en fait du champ. Donc, on a souvent cultivé quoi? À chaque fois, on a cultivé le maïs, le haricot aussi. Les arachides, c'était de manière saisonnière. À un moment donné, ma mère a dit qu'elle ne veut plus ça parce que c'est pas durable. C'est-à-dire qu'on va s'aimer les arachides, on va récolter, on va manger sur le coup et c'est tout. Donc, elle disait que non, elle veut plus de travail. En plus, les arachides, c'est du travail. Et quand tu sèmes, je pense, tous les 3 semaines, tu dois venir sacler et tout ça. Donc, c'est plus de travail que le maïs, par exemple. Là, c'est en fait les engrais que ma mère est venue avec pour qu'on puisse euh, mettre ça sur chaque sillon. Ce sont en fait des fientes de poule. Donc c'est tout simplement les restes de... Vous savez, quand tu as un poulailler, bah, les poules elles vont chier là-bas. Tu mets d'abord le copeau avant. Et après, elles vont chier là-bas. Bah, on récupère tout simplement ça. Et voilà, on appelle ça le bon recyclage. Donc, en dehors de ça, on avait le plantain. Oh, le plantain qui sort de ce champ est excellent. C'est divinement bon. Le plantain, la banane, à ce que je sache, je ne sais pas si un jour chez nous on a acheté la banane. Plantain, peut-être, oui, mais la banane, je ne pense absolument pas. Ensuite, l'igname jaune. Et quelque part là-bas sur un pied, il y a un pied d'igname jaune là-bas. Et c'est fou à quel point ça se reproduit chaque année. C'est-à-dire, tu sèmes un pied, 5 ans après, ce même pied te donne toujours des fruits. Waouh, la nature est vraiment exceptionnelle. Ensuite, on avait le manioc, oui, on sème le manioc. Ensuite, le gombo. On achetait presque jamais le gombo. Mais c'est sûr, quand la saison sèche, là, c'est un peu là qu'on peut acheter certaines choses. Après aussi, j'ai déjà dit le haricot, non? Oh, le haricot, on a toujours le haricot. Si, non, pour ça, je pense que je suis sûre à 100% qu'on n'a jamais acheté le haricot. Sauf si peut-être ma mère voulait acheter une semence particulière. Sinon, le haricot, il y a toujours le haricot à la maison. Et devinez même quoi, étant à la maison, le haricot était mon repas préféré. J'aimais beaucoup le haricot. C'était si tendre et si bon dans la bouche. Et ça me donnait pas tous ces mots-là qu'on dit que le haricot fait. Mais depuis qu'il est ici, le haricot, ça n'a pas le goût. Tu achètes le haricot bio. Jusque là, ça n'a pas le goût du haricot du pays. Euh, Ensuite, il y avait aussi comment on appelle ça? Le melon. Voilà, on faisait le melon. Et donc, ce qui fait que quand tu fais le melon, tu as non seulement les légumes de ce melon-là, mais tu as aussi bah, le melon proprement dit. Et une autre chose, c'était les légumes. Un moment que tu cultivais ce qu'on appelle le folon là. Moi, j'aime pas trop d'abord ça. Mais c'est un légume très facile à cultiver. Ça ne dérange pas trop. Bah. Quand tu fais tout, tu n'as pas besoin de trucs spécifiques. Ça pousse même d'abord partout. Donc, on avait ça. Et ce qui est cool, par exemple, là, vous voyez en bas, ce sont les tomates. Ma mère a fait les tomates. Ensuite, à la maison, par exemple, quand je suis arrivée, il y avait un petit jardin. Il y a toujours un petit jardin de condiments verts. Ce qui fait que quand tu as des trucs comme ça à la maison, tu n'as pas besoin d'aller acheter des condiments verts. Voilà, et vous avez vu tout à l'heure, quand je cultivais, les carottes sortaient. Ma mère avait en fait sémé des carottes ici. Et elle me dit qu'elle a sémé les carottes là, ça fait presque 1 an. Et jusque là, les carottes ne font que se reproduire encore et encore. À quel point la vie persiste. Oh là là.
Hmm. Et là, en fait, on avait parfois les goyaviers, mais ma mère n'aime pas. Tout ce qui est arbre fruitier, ma mère n'aimait pas parce que ça attire les bandits. Donc, quand on va voir de loin, va vouloir la goyave, par exemple, après va finir par casser le maïs. Et une autre chose, c'est que quand tu as un arbre fruitier comme ça prend de l'espace. C'est-à-dire, en bas de cet arbre, tu ne peux pas s'aimer certaines choses parce que le soleil va en fait empêcher euh, qu'est-ce qu'il raconte? L'arbre fruitier, les feuilles de ça va empêcher en fait le soleil de passer parce qu'il n'y a pas de soleil, bah, la plante va mourir parce que la plante a besoin de soleil. Il y a aussi le macabo. Oh, il y a d'autres différentes variétés là. Et déjà, ce macabo, on utilisait les feuilles pour faire le coquille. Et ensuite, on utilisait le macabo en question pour faire le kwanza. Quand tu peux pas le kwanza. Qui suis-je? Quelle fille fondera F4 digne de ce nom? Le kwanza, c'est la vie. Et donc, le macabo, pour ça, il y en avait. Ok. Maintenant, le kwanza, le macabo de la saison sèche. Pour piler le quoi de ça. Oh my god. Il faut que tu aies la force. La force. Oh là là. Ensuite, j'ai pas aussi des ignames, je crois, non? En tout cas, ce qui est sûr, il y a plein de choses que j'oublie. Que, bah, quand tu as cette possibilité-là de produire ce que tu manges, c'est cool. C'est tout simplement cool. Et là, vous pouvez voir en bas, là-bas, il y a un avocatier, voilà. Et on a aussi un avocatier juste en bas de la maison. Même comme celui-là n'a pas produit ce que je mange avant de partir. Parfois, de l'autre côté, on a un champ qu'on appelle Zinto. Et on se met parfois les ananas là-bas, mais franchement, c'était pas sucré. Donc, on a arrêté ça. Les arachides aussi, on a fait jusqu'à un moment, maman a dit que ça suffit. Parce que je crois que j'ai parlé de ça. Je sais pas si j'ai parlé de ça, mais bref, même si j'ai parlé de ça, il va encore dire. Voilà, on a arrêté un moment parce que elle trouvait que c'était pas rentable dans le sens le temps qu'il te faut pour faire ça. Après, tu manges seulement, ça prend dans une semaine, ça finit. Donc, elle voulait les choses qu'on peut garder dans le temps. Il y a certaines choses que tu laisses au champ, hein, par exemple, les trucs comme le manioc, même quand c'est à terre, mais tu n'es pas obligé de récolter ça sur le coup. Ce qui est sûr, certains vont devenir des tiges avec le temps, mais tu auras toujours du manioc, tu n'es pas obligé de récolter, donc pour dire que tu vas conserver. Mais ce qui est sûr, à un moment, il faut le faire. Ensuite, tu as aussi... Bref, chaque chose, elle voulait en fait... Aujourd'hui, ce que je comprends, et vous voyez, le fait de ne pas expliquer, ça fait que l'enfant fait parfois, il ne sait même pas pourquoi il fait. Et avec le temps, j'ai compris en fait qu'elle voulait tout simplement des choses qui peuvent facilement se conserver avec le temps. Par exemple, le maïs, le haricot, c'est très facile. Donc, euh, toute l'année, on avait le maïs à la maison. Donc, c'est qui est cool. Le haricot, pareil. Et donc, avoir ça comme ça. Et ce qui est sur les trucs comme le plantain, la banane, bah, vu que c'est sémé à une période variée, ça fait que ça poussait. Quand celui-ci est prêt, on mange. Dès qu'on a besoin de l'autre est encore prêt. Donc, ça fait que la conservation, bah, tout ça peut se planifier en fait. C'est cool de voir à quel point avoir cet écosystème-là te permet de planifier les choses et afin d'utiliser le moins de conservateurs possible parce que tu sais en fait le cycle de comment tu produis chaque chose. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, je crois que je vous ai dit tout ce que je n'ai pas oublié. Il y avait la tanga de l'autre côté. Mais comme j'ai dit, quand c'est un truc fruitier, là, ma main n'était pas trop sur ça. Donc, voilà, quand on a fini, comme j'ai dit, on a mis les viandes. Et après, on a allé faire sacler les tomates. Mhm. Et oui, j'étais quand même fatiguée quand on était à la moitié de ça, j'étais un peu à mode de la mère, on rentrait quand. De toute façon, avec ma mère, quand tu poches, c'est 6 heures, tu pars à 6 heures, tu rentres à 18 heures. Un jour, j'ai demandé à ma mère que, est-ce que l'essentiel, c'est de sortir à 6 heures et de rentrer à 6 heures? L'essentiel ne devrait pas être de tout faire. Parce que ma mère, tout pour elle, c'est 6 heures. Si j'ai dit que, ok, ça veut dire que si je finis tout à 15 heures, je n'ai pas le droit de rentrer. Elle me regarde, ça va comme ça. Elle dit que tu aimes trop ça, tu aimes trop. Ah, maman chérie. Oh my God.
Bon, moi je vous dis merci d'avoir regardé. J'ai tenu à faire cette vidéo et j'espère que le format vous plaît. C'est une première. Ça, c'est un peu comme si c'était un podcast, voilà. Donc, pour écouter ça en faisant le ménage, la cuisine, voilà. Et je pense même aussi à faire un podcast. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit là. Quel est votre avis par rapport à pouvoir produire soi-même ses propres aliments, même sur le bio et tout. Donc, bye. Oh, avant de dire bye, oui, ça c'est à quoi tout ça ressemble à la fin. Et voilà, on a fait du très très bon travail. Ça c'est le plantain. C'est tombé comme ça en cours. Ça va pousser. Ouais, la vie persévère. Malgré le fait que ce plantain est comme ça va vraiment continuer à produire jusqu'à ce qu'on va pouvoir manger. Peace et merci encore. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Bye bye. Laissez-moi un commentaire. Hi everybody. It's time to go home. Quand on a fini de faire ce côté, on est allé saquer les tomates. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le champ de tomates. It's amazing, right? Voilà le champ de tomates. On a fait tout l'autre côté là. Tout le côté là. Après on a fait tout le bas là. Bon, le bas c'était la moitié. Un peu ça. Voilà. Journée pointée. Ok? Regarde comment les tomates là sont jolies. Mais je vais pas manger les tomates si. Je serai plus là. Quand ça va mûrir. Oh. Oh là là. Donc, je pars m'apprêter. Je suis prête en fait. J'attends ma mère et Freddy. Ils disent que la terre ne ment pas. Ah, les ampoules. La poule, ça va? Mon canard. Salut canard. Vous m'avez fait. Ça. Non, Chloé. Tu vas me dire. Quoi? Non. Vois comment tu mixes les choses. C'est que c'est bien, tu ne fais pas. J'aime pas ce que tu fais. Ça n'a pas de goût comment quand on file et tout à coup ça a le goût qu'on mange à l'eau.